Bonjour François Ruffin. Bonjour. On va parler de votre film qui est sorti en salle la semaine dernière. Mais d'abord, un mot sur un de vos sujets, la question du pouvoir d'achat. Le gouvernement cherche le meilleur moyen d'aider les Français face à la hausse des prix du carburant. Alors, il y a plusieurs options, baisse des taxes ou alors chèque énergie. Vous avez une autre piste? Moi, je suis pour un double blocage. Je suis pour le blocage des prix à la pompe, par exemple sur l'essence, et je suis pour le blocage des dividendes. Est-ce que vous savez, en un mois, de combien a monté l'action de Total? Je ne suis pas actionnaire, mais je me suis intéressé à cette petite chose. Plus 20% pour l'action de Total en un mois. Je veux dire, les 8 milliards de dividendes de Total, vous les divisez par le nombre de foyers français, vous arrivez à 200 € par foyer. Donc on est là sur des sommes qui sont absolument pas du tout négligeables, et je pense qu'on peut répartir là-dessus. Et le deuxième point, c'est quand même les salaires. Il y a un rapport qui a été rendu au ministère du Travail, qui s'appelle le rapport RL, qui est un rapport vachement intéressant, qui dit, voilà, les métiers indispensables de la deuxième ligne. Il y en a 15 qui sont listés. Il y a notamment, évidemment, les agriculteurs, mais il y a les caristes, il y a les camionneurs, il y a les agents de la grande distribution. Et le rapport dit, ces gens-là se sentent subjectivement sous-payés et ils sont objectivement sous-payés par rapport au reste. Eh bien, la conclusion, en revanche, qui en est tirée par le ministère du Travail, c'est nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Non, on ne peut pas compter sur le fait que le dialogue social va naturellement rééquilibrer une balance qui est très, très, très déséquilibrée, puisque en un an de crise sanitaire, les milliardaires français se sont enrichis de 68%, plus 68% pour les milliardaires français en un an, alors que tous les agents de la dernière ligne dont on nous a dit qu'ils étaient indispensables, essentiels et ainsi de suite, eh ben, ils ont eu pas d'augmentation. Si ce n'est pas le dialogue social, c'est quoi là? C'est des décisions politiques. Il faut que, par exemple, on va y venir sur une série de métiers, là, mais dans le budget. Sur le métier du soin sur les métiers du soin ou du lien, sur des métiers où il y a des temps partiels qui sont des temps partiels contraints. Il y a la possibilité. Il faut passer par la loi, c'est ça que vous dites? Oui, il y a la possibilité de passer par la loi, de passer par des exigences, de relever le taux horaire d'un certain nombre de métiers aussi. François Ruffin, on va y venir sur ces métiers, je vous assure, mais je voudrais parler de la jeunesse. Le revenu d'engagement pour les jeunes, on s'en souvient, c'était une annonce du président de la République. Le gouvernement devrait débloquer 500 millions d'euros et aurait revu son ambition à la baisse et se remet au final à compter. Écoutez, il revoit en permanence à la baisse. Moi, j'ai rendu un rapport sur la question ce printemps parce que... sur la jeunesse? Ouais, sur la jeunesse, parce que j'estimais qu'elle subissait une double peine. C'est-à-dire qu'on les a confinés pour protéger les personnes âgées. La jeunesse l'a largement accepté, mais à la place d'être récompensée pour ça, on l'a puni. On l'a puni sur le plan social, puni sur le plan économique. Qui a payé le prix de la crise? Ce sont ceux qui étaient en emploi précaire, ce sont ceux qui étaient intérimaires, qui ont été les premiers qui ont été sortis de leur petit boulot. Et donc, on l'a vu avec des queues alimentaires qui sont sur des kilomètres, non pas pour les pauvres de notre pays, mais pour la jeunesse en formation de notre pays. Et donc, j'estimais qu'il y avait une réponse qui aurait dû être une réponse immédiate à ça. La majorité politique, elle est à 18 ans dans notre pays. La majorité pénale, elle est à 18 ans dans notre pays. La majorité sociale, et donc la possibilité d'obtenir le revenu social d'activité, devrait être à 18 ans de la même manière. Et à ce moment-là, on a sorti du chapeau, quand je suis arrivé à ça, avec il va y avoir la garantie jeune universelle, dont on savait d'emblée qu'elle n'était pas universelle, dont on savait que tous les jeunes qui étaient étudiants, par exemple, n'y auraient pas droit. Et plus ça va, plus la souris est petite. C'est même pas que la montagne a couché souris, mais plus la souris est minuscule. Et là, dans le budget qu'on vote, on le vote en ce moment, on y est, c'est 0 €. 0 €. Parce que ce sera mis plus tard. Bah oui, on est toujours dans un truc comme ça. Au fur et à mesure des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, j'imagine qu'on va faire une série de budgets rectificatifs. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, pour la jeunesse, c'est 0 €. On parle de votre film. Ça s'appelle Debout les femmes. Vous le signez avec Gilles Perret. Vous donnez un visage à des femmes qui travaillent avec des personnes âgées, avec des enfants handicapés, des femmes qui font le ménage, des petits boulots, des petits salaires, des grandes missions. Vous allez à leur rencontre. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec ce film? Ne serait-ce que le propos du président de la République qui, dans le cœur de la crise, nous dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » On se souvient de ces propos qui étaient des propos forts. Mais ce sont elles. Vous vouliez les montrer parce qu'on ne les voit pas? Parce qu'elles sont peu visibles, oui. Et parce que, pour moi, ce sont des grands boulots. Ce pas des petits boulots, ce sont des grands boulots. Mais, des grandes missions, je disais. Oui, c'est-à-dire s'occuper de l'essentiel de nos vies. C'est-à-dire nos enfants, nos malades, nos personnes handicapées, nos personnes âgées. Pourquoi on dit des petits boulots? Parce que parfois, ce sont des horaires qu'elles essaient de mettre bout à bout et c'est vraiment bien raconté, bien vu dans le film et elles n'arrivent pas à des salaires complets. C'est-à-dire qu'on a des faux temps partiels, puisqu'on leur demande d'aller le matin, passer chez une personne âgée, d'ouvrir ses volets, de sortir la personne âgée du lit, de la laver, de lui donner à manger, tout ça avec quand même un œil sur le chrono pour que ça tienne en une demi-heure, puis de passer à un deuxième
contrat comme ça. Elles vont éventuellement revenir le midi pour sortir une soupe du micro-ondes. Et puis parfois pour remplir la feuille des impôts. Voilà, exactement. Et le soir, elles vont revenir les mêmes, hein, avec une amplitude horaire donc de 11-12 heures, fermer les volets, mettre la personne âgée. Et donc, c'est des journées à trous. Ouais. Elles interviennent plusieurs fois dans la journée, mais avec des grands temps au milieu, ce qui fait qu'on se retrouve avec des faux temps partiels. En vérité, elles travaillent longtemps, mais avec des vrais salaires partiels. Et donc, on a toutes ces personnes dont on nous dit, et tous les députés vont le répéter, tous les candidats vont le répéter, qu'elles font un travail exceptionnel, qu'elles sont formidables, qu'elles sont les indispensables du pays. Et pourtant, à l'arrivée sur la fiche de paye, c'est 600, 700, 800 euros par mois. Elles sont la majorité sous le seuil de pauvreté, alors qu'elles travaillent beaucoup et qu'elles font des métiers qui sont essentiels pour notre pays. Et il y en a une qui dit, cette femme qui gagne un peu plus de 800 euros avec 400 euros de loyer et qui a cette phrase, elle dit « je privilégie ma fille, je ne fais pas de folie ». Ah non, sans doute qu'elle fait pas de folie. À ce tarif-là, il n'y a pas de folie à faire. Mais bon, vous savez, c'est comme s'il y avait, pour moi, c'est des auxiliaires de survie sociale. Je veux passer à auxiliaires de vie sociale, c'est-à-dire qu'elles-mêmes puissent avoir une véritable vie à côté de leur travail et que aussi elles apportent aux personnes âgées une véritable vie qui ne soit pas seulement regarder faire toutes ces tâches, mais aussi la possibilité, par exemple, d'accompagner une personne âgée au cinéma, de l'inscrire dans la vie sociale. Qu'est-ce que vous leur avez promis? Alors, moi, j'ai rien promis. Je suis pas. Vous leur avez dit la politique, ça sert encore à quelque chose? Moi, je leur ai dit d'abord, ça passera par vous. Ça passera par le fait que vous bougiez. Hier par exemple, il y a une manifestation des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. C'est la première fois qu'il y a une manifestation, je participe à toutes, hein, mais une manifestation qui est aussi importante pour des métiers où les personnes sont isolées. Moi, je veux une chose, par exemple, pour les auxiliaires de vie sociale, ce que je vise, c'est le travail en tournée. C'est-à-dire que tu as la place d'avoir ces petits bouts de contrat, et je veux l'inscrire là, à nouveau, dans le budget, et vous savez que ça se fait de manière transpartisane. Il y a des socialistes, il y a des communistes, mais il y a aussi un marcheur, enfin, il y a des gens de l'UDI, on va avoir de sommes de groupes pour peser, pour aller vers le travail. Avec l'espoir que ça passe avant la fin du quinquennat. L'espoir est très minime pour moi. Bon. Je ne veux pas nourrir d'illusions. Vous savez, il y a le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc, je suis fait de l'optimisme de la volonté. Par contre, il y a la nécessité pour moi d'utiliser tous les temps possibles pour que ça soit un thème de la campagne présidentielle. Et alors, vous l'avez dit, essentiel et mal payé. Vous l'avez dit, François Ruffin, c'est assez intéressant dans le film, c'est que c'est aussi un travail parlementaire qui est transpartisan. Vous rencontrez Bruno Bonnell. Il y a cette scène assez drôle, puisque quand on vous dit que vous allez travailler avec lui, vous dites c'est pas possible, c'est pas avec cette tête de con. Et lui se dit exactement la même chose. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous défendez les mêmes causes. Il y a donc du bon dans la Macronie. Non, d'abord, vous savez, quand je vais boire un verre au bistrot avec quelqu'un, je ne demande pas ce qu'il a voté la fois d'avant, je ne demande pas s'il appartient à un parti. Enfin, les choses peuvent se passer entre humains aussi. Donc, et c'est ça qui s'est passé. Oui, quand je lui dis, voilà, je vois ses tweets, je me dis, pourquoi on m'a mis cette tête de con? Et puis, je me dis, je vais aller boire un coup avec lui, puis on verra bien. Et d'abord, sur le plan humain, sur le plan du tempérament, ça passe, parce qu'il y a un côté rocker, joueur. On va mener une aventure, finalement, une mission, aller se balader en France, rencontrer les auxiliaires de vie. C'est une aventure, et voilà. Et ensuite, on va pouvoir... je vais voir qu'il y a chez lui quelque chose de très personnel, parce qu'il y a une histoire personnelle qui est liée à ça, qui le rend sensible à cette question-là. Maintenant, vous savez, ce qui fonctionne à l'échelle d'un individu, on passer les barrières politiques, les barrières idéologiques, dès qu'on rentre dans l'hémicycle, ça fonctionne plus. Et je veux pas... la dernière fois, quand même, je me suis pris le mur des marcheurs sur tous mes amendements. Je recommence cette année, mais je peux être très sceptique sur le fait que les marcheurs se convertissent quand même à aller donner de l'argent à ces gens-là plutôt que de le donner à des suppressions de l'impôt de solidarité sur la fortune. Elles votent ces femmes, elles vous ont parlé de la présidentielle? Moi, je pense que pour l'instant, dans le paysage politique, elles se sentent peu représentées. Alors justement. Et je pense qu'il y a un enjeu à faire qu'elles sentent qu'il y a des voix qui parlent pour elles, qui s'engagent pour elles. Et vous savez, pour moi, ça serait une réponse presque. Structurer ces métiers-là avec des statuts, des revenus, c'est une réponse à une double crise. La crise du Covid, avec les phrases de Macron sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, qu'elles en soient récompensées, mais même la crise des Gilets jaunes. Parce que pourquoi? Qui on voyait sur les ronds-points? Côté féminin, on voyait ces métiers-là. Et ça veut dire que c'est les classes populaires des zones périurbaines et des zones rurales qui pourraient se sentir rattachées à la politique. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui leur parle?
je pense qu'on doit être plus fort sur cette question-là et qu'on doit se faire entendre de manière plus forte. Pour l'instant, elles ne se sentent pas peu représentées. Une question très simple et très rapide avant de terminer cette interview. Pourquoi vous laissez planer le doute sur votre soutien à Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est le cas? Non. Si vous savez, si je me mets à parler de Jean-Luc Mélenchon, là, qu'est-ce que ça va être le titre de votre chronique, de la dépêche qui va sortir? Je connais assez de fonctionnement médiatique. Ça va être sur François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas l'enjeu. Vous savez, j'essaye de construire quelque chose pour qu'on ait quelques minutes dans le paysage médiatique, dans le paysage politique. On les a eu là. Mais pour parler de ces auxiliaires de vie sociale, de ces femmes de ménage, on n'en entend jamais parler. Et moi, je vous passe le relais maintenant. Je vous passe le relais. Non, vous allez avoir devant vous dans les mois qui viennent des candidats à la présidentielle. Vous allez avoir leur porte-parole. Vous allez avoir des soutiens de ces candidats. Je vous demande, parmi d'autres thèmes, la laïcité, interroger sur ce sujet-là. de les interroger sur qu'est-ce que vous allez faire pour ces métiers essentiels et trop peu payés.